This conference will now be recorded. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce premier workshop dans le cadre de la formation entrepreneuriat Good Food. Je m'appelle Rob Reinhardt, je suis le directeur de Coluco et je vais vous entretenir ce soir sur le contexte du concept Good Food en région Bruxelles-Capitale. Je suis le directeur de Coluco, une toute petite entreprise de consultance qui est spécialisée dans le domaine de l'alimentation durable. J'ai entre autres créé le label Good Food pour les cantines et les restaurants. Je travaille autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et depuis un peu plus que 10 ans, je suis aussi le coordinateur du Rabat, qui est le réseau des acteurs bruxellois pour l'alimentation durable. Je vais encore revenir sur ce réseau après dans ma présentation, mais je propose qu'on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? On va commencer avec une toute petite historique du Good Food à Bruxelles, parce que on a développé une stratégie de laquelle on va parler après, mais cette stratégie, c'est pas venu en une journée, c'est le long travail de plusieurs années. Et pas seulement le travail dans le cadre Good Food, mais aussi le travail des personnes qui ont commencé à mettre en place des projets autour de l'agriculture bio, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc., etc. Après ce petit historique, on va regarder où se trouve la stratégie Good Food maintenant. On va voir qu'il y a une nouvelle stratégie Good Food qui va être ou qui est en préparation pour début de l'année 2022. Et pour terminer, on va regarder un peu la situation sur le terrain, quelles sont les opportunités, quels sont les dangers. Et finalement, on va essayer de vous apprendre comment développer votre projet au sein de ce contexte spécifique bruxellois. Parce que je pense que vous comprenez bien qu'une stratégie pour la région bruxelloise est totalement différent que pour une stratégie pour la région wallonne. En Wallonie, on a beaucoup de terres agricoles, on a beaucoup d'espace. À Bruxelles, peu de terres agricoles, mais beaucoup de consommateurs avec un certain pouvoir d'achat. Donc, vous allez voir que la stratégie et l'historique Good Food s'expliquent en lien avec le développement de Bruxelles et le contexte Bruxelles. Alors, qu'est-ce que c'est le Good Food? Le Good Food, c'est une stratégie qui était développée par, entre autres, Bruxelles Environnement, avec l'aide, bien sûr, de tout le gouvernement bruxellois. Et l'idée centrale de la philosophie Good Food est de développer et soutenir des actions en faveur d'une production locale, respectueuse de l'environnement, valoriser les produits locaux et de saison, limiter les déchets et la consommation de viande. Tout cela en collaborant avec tous les acteurs de la chaîne, les entreprises, la société civile, les universités, les autres administrations, etc., etc., avec comme objectif de réduire l'impact environnemental d'alimentation à Bruxelles. C'est bien sûr très vaste, c'est aussi très flou, et donc c'est pourquoi on va essayer de regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie, quelles sont les priorités, parce que ça sera important dans le développement de votre projet. En tout cas, il y a un site de référence pour tout ce qui est en lien avec la stratégie Good Food. On appelle ça le portail Good Food et vous voyez l'adresse sur les slides. Alors, avant de commencer à parcourir la stratégie Good Food avec vous, on va regarder un peu l'historique de Good Food à Bruxelles. Parce que comme j'ai déjà dit, on n'est pas arrivé là tout d'un coup avec une stratégie de plusieurs dizaines de pages avec des actions très détaillées. Non, il y a tout un historique qui se cache derrière et ce historique va bien comprendre pourquoi on est à Bruxelles et pourquoi on se concentre sur certaines thématiques. Quand moi j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'alimentation durable, on parle au début des années 2000,
il y avait certains magasins, certaines entreprises qui étaient déjà depuis longtemps présents à Bruxelles. On parlait toujours des magasins Dolma et Zampa qui existent encore, mais qui ont, on va dire, une offre qui est différente des nouvelles entreprises, des nouveaux magasins qu'on voit apparaître à Bruxelles. Cette offre-là, ça consiste, ou ça consistait surtout, de beaucoup de produits issus de l'Allemagne. On faisait beaucoup d'importations et on avait très peu de produits frais. C'était vraiment des produits en bocaux, en conserve, des produits secs, tous bio, mais l'alimentation locale n'était pas encore tellement développée que c'était possible de vendre des produits frais au sein de ces magasins. Pour les produits frais, on se tournait souvent vers le système des paniers. Le système des paniers est un système qui, entre-temps, a quasi disparu. On voit de moins en moins d'entreprises qui le font encore. Il y a toujours encore le réseau des Gazap qui continue à offrir les paniers. Et donc, le système des paniers était relativement simple. Tous les semaines, on pouvait prendre un abonnement sur un panier fruits ou légumes ou mix et l'agriculteur, il mettait pour une certaine valeur choisie des fruits et des légumes dans le panier. Les paniers étaient à collecter à plusieurs points de dépôt un peu partout à Bruxelles et c'était la meilleure manière de trouver des produits frais issus de l'agriculture biologique avec un seul inconvénient et dans le contexte actuel, c'est peut-être difficile à comprendre, on n'avait aucun choix. On faisait le choix pour le client, c'était l'agriculteur qui faisait le choix à base du fait de ce qu'il avait disponible et les consommateurs étaient contents. On avait des centaines de points de dépôt de différents organismes comme Fernopilif, comme le réseau des Gazap à Bruxelles. Et cela a fortement changé et on va y revenir encore après parce que ce système, comme j'ai déjà dit, a quasi disparu. Vous voyez aussi à droite la photo de Jean-Pierre Delenner, qui était l'ancien président du Rabat et qui est un agriculteur biologique depuis plusieurs dizaines d'années, juste en dehors de Bruxelles, à Sint-Pietersleeuw, et qui était un des seuls à offrir des produits frais sur le marché bruxellois. C'est donc pas une surprise qu'il a aussi démarré, ou il était un des partenaires au démarrage du marché des tanneurs, qui était un des premiers marchés bio disponibles en région bruxelloise avec des produits frais. Parce que, comme j'ai déjà dit, les magasins classiques Dolmat, Sampa, sans produits frais existaient déjà. Et il y avait aussi la ferme Nopilif, une des seules fermes à Bruxelles, qui est aussi une entreprise de travail adapté, donc où des personnes qui ont difficulté à trouver accès au marché classique de travail peuvent aider dans, entre-temps, la boulangerie, mais aussi le magasin qui vend des plantes ou des autres produits pour le jardin, dans les petites cultures, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a déjà certains produits disponibles, certains projets qui se lancent à Bruxelles, mais c'est dans un contexte difficile. Il n'y a pas encore beaucoup de clients. On fait encore venir pas mal de produits et ça reste vraiment un marché niche. Un autre dans ce marché niche était Oxfam Magasin du Monde, un des seuls magasins qui vendait des produits commerce équitables. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi est-ce qu'il est mentionné sur les slides dans les emballages moches? Je vous invite à essayer de retrouver les photos des emballages du café Oxfam Magasin du Monde début des années 2000. C'était juste une couleur avec le mention café, il n'y avait aucun marketing dessus et c'était parce que à l'époque, les clients venaient simplement parce que c'était des produits durables. C'était des produits biologiques, c'était des produits commerce équitable, c'était des paniers de fruits et légumes qui venaient en direct de l'agriculteur et c'était assez.
Et il y avait une toute petite marché de niche pour laquelle ces pionniers travaillaient. Début des années 2000, on commence à avoir un changement et dans les esprits et aussi dans le comportement du gouvernement. Bruxelles Environnement a, à cette époque, commencé à travailler autour de l'alimentation et surtout l'impact de l'alimentation. Moi, j'avais le plaisir de travailler à l'époque au CRIOC, donc le Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, et j'étais responsable pour faire pas mal d'études sur l'impact de l'alimentation. On a fait des études sur la consommation de viande, sur les emballages, sur les kilomètres de transport, quasi toutes les thématiques qui existent maintenant à Bruxelles. Une thématique était encore exclue à ce moment-là, c'était le gaspillage alimentaire. Officiellement, le gaspillage alimentaire à cette époque-là, ça n'existait pas. Il n'y avait personne qui en parlait. On était trop occupé avec les autres impacts, c'est-à-dire les kilomètres de transport, la consommation de viande, etc. C'était aussi l'époque du lancement de la campagne de Eva de Jeudi Veggie, qui a connu un énorme succès, qui a été même à la télévision américaine sur CNN avec des grands reportages. Regarde ce qu'on fait à la ville de Gand. Et la grande différence avec l'époque avant était que la campagne de Jeudi Veggie n'était pas une campagne, on va dire, extrémiste. L'organisation derrière, l'organisation EVA, au début, ils travaillaient que pour les végétariens et les végétaliens, et leur démarche était de dire tu dois devenir végétarien ou végétalien. C'est bien sûr compliqué de convaincre un consommateur classique avec un tel point de vue. Et donc le coup de génie de cette campagne-là était de dire on ne va pas convaincre tout le monde de devenir 100% végétarien, végétalien, mais on va leur demander du jeudi, donderdag, veggie, tous les jeudis de manger végétarien. Et ça, c'était une campagne qui a eu énormément de succès parce que c'était facile. Tout le monde pouvait le faire et ça a donné un énorme boost dans la diminution de la consommation de viande. Pas seulement sur cette thématique-là, mais pour moi, ça a eu un autre effet qui est beaucoup plus important. Ça a démontré à plein d'ONG qui étaient actifs dans ce secteur-là de dire oui, mais de l'extrémisme, ça n'a pas beaucoup de sens. On doit plutôt aller vers un esprit ouvert où on va attirer les consommateurs, les citoyens vers notre projet, au lieu de essayer de continuer à travailler pour notre toute petite niche, pour notre toute petite public cible. Donc, c'est pour moi quand même un des éléments clés dans l'historique de Good Food à Bruxelles. Et la toute petite photo à droite, vous voyez le marché bio des tanneurs. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que 2 ans avant que le marché était lancé, certains partenaires avaient essayé de lancer un projet similaire quasi au même endroit, à 500-700 mètres du marché des tanneurs, avec un petit resto attaché, très convivial, mais c'était trop tôt. Ça n'a pas marché. Et donc, ils ont tenté une deuxième fois avec le marché des tanneurs dans les bâtiments du CPS de Bruxelles. Et au début, quand moi je commençais à faire mes courses chez eux, il y avait une personne à la caisse et la personne derrière la caisse était aussi responsable pour les rayons fromage. Pour ceux qui ont visité le marché récemment, vous voyez qu'il y a parfois 10 personnes derrière la caisse, 3-4 derrière le stand fromage. Et donc, le projet a énormément grandi et c'est devenu un des projets peut-être le plus connus à Bruxelles. Mais c'était aussi un des pionniers, c'était une des premières entreprises qui se lançaient dans l'alimentation durable. Malheureusement, ils n'ont pas tous eu un succès comme ça parce que au sein du réseau bruxellois de l'alimentation durable, on avait un autre projet, c'était un très chouette projet d'une personne qui voulait distribuer des repas complets avec tous les ingrédients et une fiche recette au sein des consommateurs.
Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il a copié HelloFresh. Ben non, il n'a pas copié HelloFresh. Il était simplement HelloFresh 10 ans avant que HelloFresh a démarré. Mais il était trop tôt. Le projet a fait faillite après 6 mois parce que les consommateurs n'étaient pas attirés vers le projet. Quand on voit maintenant le succès de HelloFresh, on peut juste dire qu'il était visionnaire, mais son timing n'était pas bon pour devenir entrepreneur et pour continuer à faire fonctionner son projet. Donc, dans ces années, on voit les premières entreprises qui démarrent. On a, comme j'ai déjà dit, des autres entreprises qui ont échoué. Et ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est dans la création de la SBL Rabat, on a vu que tout le monde travaillait un peu dans son secteur. Quand on invitait des personnes qui travaillaient autour du commerce équitable, ils connaissaient rien du bio. Les personnes qui travaillaient autour du bio, ils connaissaient rien de zéro déchet. Et donc ça, c'était un peu l'objectif du Rabat à l'époque, c'était de regrouper toutes ces personnes et de faire apprendre l'un de l'autre. Et ça marche relativement bien. Quand je vois maintenant les projets, tous les projets, ils ont souvent plusieurs axes alimentation durable. Ils essayent de travailler sur le bio, mais aussi sur le local et sur le zéro déchet. Et donc, on voit que l'alimentation durable, le good food, ça est en train de se regrouper sur un concept, c'est-à-dire limiter l'impact écologique de l'alimentation à Bruxelles. Voilà. Après, dans les années 2010-2015, on voit une grande diversification des projets. On a de plus en plus d'entreprises d'ASBL qui se lancent. J'ai mis quelques exemples ici et ça va vraiment dans tous les sens. Atelier Grooteiland, on va dire en 2010, petit restaurant social avec place pour 40 à 60 personnes, avec aussi une menuiserie. 10 ans plus tard, Atelier Grooteiland, ils ont fait des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils gèrent maintenant plusieurs potagers. Ils ont le restaurant de Bruxelles Environnement. Et donc, c'est devenu une toute grande entreprise économie sociale qui donne plein de possibilités à des personnes de se former sur le lieu de travail, grâce à leur investissement dans le secteur Good Food. Relais du Triporter, petit magasin avec un resto en annexe, avec un focus sur le vrac, mais pas seulement sur le vrac, parce qu'ils essaient aussi d'utiliser un maximum de produits bio, de limiter le gaspillage alimentaire. Et donc, un tout petit projet, on va dire local, à Watermael-Boisfort, mais qui fonctionne relativement bien. Little Food, dommage, le projet n'existe plus, mais donc ils avaient l'excellente idée de faire pousser des criquets et des autres insectes à base des déchets de légumes. Et malheureusement, ils n'existent plus à cause de multiples raisons et c'est peut-être intéressant de regarder un peu pourquoi. Et une des raisons, c'était qu'ils ont investi énormément de temps au début et ils se sont réalisés un peu trop tard que démarrer une entreprise, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Et donc, ils ont investi tout dans cette entreprise, ils se sont rarement payés des salaires, c'était jamais trop rentable et après ils ont eu des problèmes techniques de production et ils étaient coincés et malheureusement ils ont dû arrêter le projet, même quand je crois qu'il y aura de la place pour un producteur d'insectes, mais leur timing était peut-être mauvais, peut-être ils étaient aussi un peu trop tôt et sans doute qu'ils ont pas eu la possibilité de diversifier assez leurs activités. Peace and Love, une entreprise qui est aussi à Bruxelles, mais qui travaille aussi à Paris et qui installe des potagers sur des toits, des potagers verticaux où les personnes peuvent venir en autocueillette et venir chercher leurs produits. Donc, vous voyez déjà, on va de
petits magasins, restaurants, vers des producteurs d'insectes, vers des potagers sur le toit. Biscope est un supermarché coopératif, aussi un très chouette concept où les personnes travaillent quelques heures par mois pour le supermarché et en contrepartie, ils peuvent faire leurs courses là-bas et ils peuvent les faire à des prix réduits parce que les coûts salariales sont bien sûr beaucoup plus bas qu'un supermarché classique. Éco-innovation, aussi un projet qui a fait un long chemin, qui est commencé comme une ASBL qui faisait plutôt des potagers urbains, qui a maintenant un site de production à Anderlecht où ils font pousser différents types de fruits et légumes. Donc, on voit vraiment qu'il y a plein de différents projets avec plein de différents points de vue qui commencent à démarrer. On voit aussi qu'il y a des budgets disponibles. Quasi tous ces projets ont reçu de l'aide via Bruxelles Environnement, via de l'accompagnement, via des autres instances bruxelloises et qui a fait en sorte que ces projets ont réussi. Comme je dis, pas tous, mais ça a quand même donné un énorme coup de pouce au secteur de l'alimentation durable. Il faut savoir aussi qu'à ce moment, le secteur de l'alimentation durable n'était pas très connu. On faisait très peu de communication et c'était ça qui manquait un peu à cette époque-là. Pas seulement du point de vue des jeunes entreprises, mais aussi du point de vue du gouvernement. Et on va voir sur le slide suivant que ça a quand même changé. Encore quelques petits constats. On voit aussi que le gaspillage alimentaire devient un facteur. On a les premiers projets qui commencent à démarrer sur cette thématique-là avec la récupération des invendus au sein des supermarchés. On voit aussi plus de produits bio et commerce équitable qui arrivent dans les supermarchés, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que le secteur commence à grandir et que les supermarchés voient un potentiel dans le secteur. Et donc, on voit maintenant déjà, même dans les supermarchés qui sont pas très connus pour leur offre alimentation durable, comme le Lidl, comme le Aldi, qu'ils ont des produits bio et commerce équitable disponibles. Donc, c'est vraiment, on voit de plus en plus grandir cette offre de produits en alimentation durable ou produits Good Food. Et on commence aussi les travaux pour la première stratégie bruxelloise pour une alimentation durable. Alors, les 5 dernières années, pour moi, ça tourne autour de plus de communication et plus de clients. On voit plus de communication autour de tout ce qui est Good Food. On voit Bruxelles Environnement qui lance entre autres le label Cantine Good Food. On voit des entreprises qui démarrent avec un chouette image qui n'est pas l'image des premières entreprises Dolmat, Sampa où c'était assez pour eux de dire on vend du bio et tout le reste ça nous intéresse pas, vous devez venir vers nous. Non, ici on voit que l'esprit des entreprises a changé et c'est les entreprises qui essayent d'attirer pas seulement les personnes qui sont déjà convaincues de l'alimentation durable, mais qui essayent aussi d'attirer des consommateurs plutôt classiques avec une image qui est un peu trendy, une grande disponibilité, des prix très concurrentiels et avec un accent sur la qualité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a fortement changé. Au début, on faisait du bio, mais si c'était bon ou mauvais, le client était pas très intéressé. Il voulait du bio et c'était ça qu'il allait manger. Ça a fort changé. Maintenant, on met l'accent sur la qualité et bien sûr que ça va à ce moment attirer beaucoup plus de consommateurs. Vous voyez aussi la nouvelle version de l'emballage du café Oxfam. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple comment le secteur a changé. On voit une photo du producteur. On a souvent encore une descriptif du producteur sur l'emballage. On a aussi mis du café bio parce que c'est plus uniquement commerce équitable. Non,
Le secteur commerce équitable veut aussi un maximum de produits bio. Et donc, on voit quand même que le secteur est devenu mature et qu'il y a beaucoup plus et de clients et beaucoup plus d'intérêt de acheter des produits alimentation durable. Ce qu'on voit aussi, c'est que les startups, ils arrivent à maturité et donc ils vont grandir et certaines sont au point que ça devient même compliqué de rester à Bruxelles et je pense que c'est quelque chose qu'on doit adresser dans la prochaine stratégie Good Food. C'est comment est-ce qu'on peut garder ces startups qui deviennent de plus en plus grands de conserver leurs activités à Bruxelles malgré le manque d'espace qui n'est pas toujours facile parce qu'on peut difficilement grandir ou faire grandir Bruxelles. On a vu, et je l'ai déjà dit au début, les paniers bio disparaissent et c'est tout à fait normal parce que le client devient exigeant, on touche un autre cible de consommateurs, on touche un cible qui ne vient pas nécessairement pour les produits bio mais qui vient pour une meilleure qualité. Ça peut être une qualité gustative, mais ça peut être aussi de proximité, ça peut être plus de flexibilité dans les livraisons. Et donc, ça fait en sorte que l'ancien système est en train de disparaître parce que ça suit un peu moins les tendances du consommateur, c'est-à-dire d'avoir tout en proximité chez lui. On voit aussi qu'il y a un nouveau type de produit qui commence à apparaître. On a des startups qui travaillent uniquement à base des produits invendus. On a les crackers à base de drèche de bière. On commence à avoir donc des glaces à base des invendus de fruits. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de startups qui se trouvent dans ce niche-là, mais ils ont du retard. Ils ont du retard par rapport aux produits classiques. On voit que les produits au commerce équitable, le bio, même les produits locaux, ils sont déjà plus longtemps sur le marché et ils sont déjà à une échelle qui est beaucoup plus grande. On voit très peu de nourriture à base des invendus, par exemple, dans les supermarchés. Donc voilà, on voit que c'est un peu de retard, mais c'est aussi une niche qui est en train de bien se développer. Et on est dans cette période-là plein dans la mise en œuvre de la stratégie Good Food, qui veut dire plus de moyens, on continue à soutenir les startups, on continue à soutenir les entrepreneurs, bien sûr pas uniquement eux, mais, et ça c'est très important, on met ça tous dans une stratégie de communication qui est la stratégie Good Food, et donc on voit apparaître le Good Food un peu partout. Et je pense que c'était quand même nécessaire. Quand on voit des autres villes, ils font parfois certaines actions autour de l'alimentation durable. Ils en communiquent beaucoup, ce qui n'était jamais le cas à Bruxelles. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu s'améliorer les dernières années. C'est que la région bruxelloise a dit, voilà, le Good Food, c'est important pour nous. On va en communiquer et on va essayer de mettre en œuvre toutes nos réalisations des dernières années. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie Good Food, donc qui était mise en route 2015-2016? L'idée derrière était de développer un système alimentaire durable pour Bruxelles, avec, et vous voyez là, bien sûr, plus de respect pour l'environnement, aussi une garantie à tous les habitants bruxelloises d'avoir un accès à une alimentation durable. On va aussi apparaître le point de vue économique, donc on sort d'un secteur qui est fort subsidié, comme au début il y avait beaucoup d'ONG actifs, mais on veut vraiment stimuler l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat durable avec la création d'emplois, ce qui est très important. On préfère même des emplois pour des personnes qui ont des difficultés à avoir accès au marché du travail classique. Et ça, c'est pour moi peut-être un des points le plus forts à Bruxelles, c'est des solutions innovantes
et partager. J'ai vu tellement de chouettes projets à Bruxelles les 5 dernières années, des projets très innovants, très créatifs, et c'est pour ça que je pense Bruxelles est vraiment la bonne région de démarrer ce type d'activité. On a un public avec un certain pouvoir d'achat qui va même à la recherche de typiquement ces produits-là. Alors, on veut aussi promouvoir un processus de production et de transformation locale. On veut même faire de la production à Bruxelles, même quand l'espace est très petit. Et on veut aussi, bien sûr, sensibiliser tous les habitants aux bénéfices de l'alimentation durable. Un autre point, c'est la préservation des ressources naturelles et de réduire le gaspillage alimentaire. Ça va ensemble avec la vague de projets en économie circulaire. Et donc là, on voit en gros deux types de projets. On voit d'un côté les projets qui vont transformer les invendus vers des nouveaux produits et qui vont les vendre à un prix qui est un peu plus élevé qu'un produit classique, mais pour laquelle il y a quand même un cible ou des acheteurs. Et on a les projets de récupération des invendus pour les personnes précarisées pour remplir les paniers, par exemple, de dons alimentaires. Et bien sûr, il y a aussi le travail sur la sensibilisation des jeunes générations. Je pense que c'est très important. On ne va pas changer la vision d'une génération en quelques années. Et il faut commencer avec les plus jeunes, de leur apprendre ce que c'est le good food, comment mieux manger. Et je pense aussi, c'est une des raisons pour laquelle il y a un si grand accent sur le volet cantine dans la stratégie good food, parce que on voit quand même qu'il y a pas mal d'enfants qui mangent à l'école et que c'est un secteur dans lequel il y a encore des améliorations possibles. Alors, toute cette vision était dans la stratégie Good Food transformée en plan d'action avec plusieurs axes. Il y a en total, je pense, 105 recommandations. Vous pouvez voir sur le site web que je vous indique tout ce plan d'action en détail. On va le parcourir, mais on ne va pas rentrer bien sûr dans toutes les recommandations, ça nous prendra un peu trop longtemps. Et donc la première axe, c'était augmenter la production alimentaire locale et durable. Et donc là, on parle d'un côté des projets de production agricole professionnelle, ce qui est bien sûr intéressant pour certains de vos projets. Aussi promouvoir l'autoproduction, mais c'est un axe qui est un peu plus éloigné de l'entrepreneuriat. Alors, après, il y a tout ce qui est accompagnement vers la relocalisation, la transition vers un approvisionnement plus durable. Donc là, on parle d'une offre qui va être plus bio, plus local, plus de saison, avec moins de gaspillage. On travaille sur les cantines, comme j'ai déjà dit, c'est un cible très intéressant. On parle aussi des systèmes de distribution et on parle un tout petit peu de la transformation et comment relocaliser les emplois à Bruxelles pour la transformation des produits alimentaires. Un des grands problèmes dans ce axe-là, ça reste bien sûr tout ce qui est distribution des produits. On reste avec ce énorme nœud logistique qu'on n'arrive pas à résoudre et c'est quelque chose sur laquelle je pense qu'on doit aussi encore mettre l'accent dans les années à suivre, c'est comment développer un système de distribution pour tous ces acteurs qui dépendent des produits durables et de leur livraison. Alors, il y a l'accompagnement des citoyens et des jeunes générations. Là, on parle plus de la sensibilisation. Je vais laisser ça et je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Alors, même chose pour le développement d'une culture good food. Comme vous avez bien vu,
ils ont développé le concept Good Food Brussels, qui pour moi a très bien fonctionné et qui commence à être connu de plus en plus. Il y a un axe sur la réduction du gaspillage alimentaire, où on a deux grands plans d'action. Premier, c'est réduire le gaspillage alimentaire, bien sûr, ça doit toujours être la première solution. Et de l'autre côté, on a des projets pour valoriser les invendus. Et alors, l'Axis, c'est concevoir les systèmes alimentaires de demain. Là, on parle surtout de projets de recherche, d'innovation. Et je pense, comme j'ai déjà dit, c'est un des points forts de la stratégie Good Food, c'est qu'on pousse les entrepreneurs, on les aide de développer leurs projets, on les accompagne, on leur donne tous les moyens d'essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer des produits et services innovants. Axe 7, c'est la gouvernance. Je ne pense pas qu'on doit rentrer dans ce axe-là ce soir. Alors, quel est l'avenir pour ce stratégie Good Food? Parce que la stratégie que je viens de vous présenter, elle a été clôturée fin 2020. Il y avait une évaluation et actuellement, on travaille sur le développement de la stratégie Good Food 2.0. On a pas mal de groupes de travail. Le Rabat organise aussi deux groupes de travail. Donc, on fait plein de réunions avec toutes les parties prenantes et si vous voulez y participer, je pense que c'est certainement intéressant de bien comprendre la dynamique et de donner votre vision sur la stratégie 2.0. Et l'idée est donc de développer une nouvelle stratégie pour début de l'année 2022 qui va de nouveau être une stratégie pour 4 ou 5 ans. Alors, on veut aussi pérenniser le développement, on veut pérenniser le label Good Food pour les cantines et les restaurants. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va continuer. Et comme j'ai déjà dit, on va continuer à stimuler de l'innovation et soutenir des nouveaux projets à Bruxelles. La grande question, ça sera la relance post-Covid. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vont sortir plus fort de cette crise? C'est difficile à prévoir, mais au sein du Rabat, on a fait une toute petite étude par rapport à ça. Et je pense que c'est intéressant de regarder les grandes lignes, même quand ça va encore changer, bien sûr, parce que je pense que c'est qu'avec la réouverture, on va pouvoir commencer à tirer les conclusions. Mais je pense que c'est pas une surprise quand je vous dis que les restaurants étaient en grande difficulté financière. Là, c'est vraiment le secteur qui sera touché, à mon avis, le plus. Le secteur de la distribution, c'est plutôt l'inverse. On a vu une forte croissance, surtout dans le secteur de vente en ligne. On a eu certaines entreprises qui ont tellement grandi que c'était difficile de suivre la demande, mais aussi les supermarchés classiques avec l'accent sur l'alimentation durable et le good food ont quand même vu grandir leur chiffre d'affaires. Les fournisseurs de services, c'était très difficile. On a par exemple Co-Cooking qui est un espace de cuisine partagée qui ont dû fermer. On a Sky Farms qui offre des services de jardinage pour les entreprises et tout ça s'était mis à l'arrêt et donc ça va être aussi un peu une grande surprise de voir comment ils vont se développer après la crise. Et dans le secteur de la production, on a vu que c'était très important d'avoir une diversification dans les clients. Ceux qui avaient quelques gros clients et surtout quand c'était
des clients actifs dans le secteur de la restauration ont eu des gros soucis. Des autres qui avaient des clients diversifiés avaient beaucoup plus de chance et arrivaient à même écouler facilement leurs produits. Parfois, il y avait même pas assez de offres, il y avait une énorme demande, ce qui est après difficile pour faire la planification des années suivantes, parce que est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Est-ce que c'était juste une pique à cause du Covid? Ça, c'est toujours difficile à estimer. Alors, si on regarde un peu sur le terrain, ben, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, à part, bien sûr, la situation Covid, qui est quand même une situation extraordinaire, on voit que comparé à il y a 10 ans où il y avait très peu de magasins alimentation durable, très peu de projets agriculture urbaine, maintenant, on trouve un peu partout à Bruxelles ces produits bio, commerce équitable, local. Et donc, on ne doit plus parcourir toute la ville pour faire ses courses à un supermarché qui offre des produits good food. Donc, je pense que ça, c'est une vraiment bonne chose. Comme j'ai déjà dit, il y a pas mal de startups qui proposent des produits innovants et il y a une excellente structure de soutien financier. On va y revenir dans le 6e workshop où on va parcourir tous les différents systèmes d'aide, mais ça va de formation, ça va de subsides pour le lancement du projet, ça va aussi des espaces tests, et donc on a plein de différentes structures de soutien à Bruxelles qui sont là pour aider les entrepreneurs à lancer leurs activités. Donc, je pense que ça, c'est quand même 3 éléments très positifs de la situation à Bruxelles. Ce qui reste difficile, c'est de rentabiliser les activités après la période de subvention, surtout pour les projets agricoles. Les terres sont chères et donc c'est pas facile d'arriver à un point break-even pour continuer le projet sur le long terme. Comme j'ai déjà dit, pour moi, il y a encore peu d'attention pour la transformation. On n'a pas encore beaucoup de projets de mutualisation des installations de transformation et le problème logistique, malheureusement, persiste. Ça reste un tout grand problème, surtout pour les entreprises qui veulent se faire livrer à Bruxelles. Les heures de livraison sont parfois très tôt ou très tard. On demande des quantités minimales de commandes et autrement vous n'êtes pas livré. Donc voilà, ça met une pression sur tout le système et ça sera bien si on arrivera à trouver des solutions pour résoudre ce nœud logistique. Et une dernière chose, c'est que dans les entreprises qui sont en difficulté, je vois souvent qu'on ne veut pas faire des compromis. Et ça, c'est une des leçons que moi je peux vous donner dès le début, c'est que c'est bien d'avoir une idée qui travaille dans les principes Good Food, mais parfois il faut faire des concessions. C'est très difficile de faire un projet bio, local, de saison, pour les personnes précarisées, sans gaspillage alimentaire, avec de l'insertion. Je pense que vous avez plus de chances de réussir si vous allez prendre certains axes, vous allez essayer de rentabiliser le projet et après, vous pouvez toujours encore ajouter certains axes. Je prends l'exemple d'un des membres du Rabat qui a commencé comme entreprise de catering 100% bio et qui ont dit que c'est trop difficile. Ça veut dire que en dehors de la saison des fruits, avril, mai, juin, on doit quand même faire venir des produits de loin. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, ils viennent d'Autriche pour des produits pour lesquels on trouve
des alternatives classiques belges. Et donc, ils ont simplement fait le choix, ils ont diminué le nombre de produits bio, ils sont atterris autour de 70-80%, ce qui est toujours beaucoup. Et pour certains produits, ils ont simplement accepté que c'était pas possible de les faire en bio toute l'année et de travailler un peu plus avec des produits locaux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se réaliser. C'est une mauvaise idée d'avoir des idées fixes sur une ou l'autre axe d'alimentation durable. Il faut bien sûr avoir des principes, il faut tenter le maximum, mais il y a certaines activités qui malheureusement sont très difficilement réalisables et pour lesquelles c'est peut-être mieux de faire un pas en arrière pour sauver la rentabilité et pour après pouvoir continuer et éventuellement réaugmenter le pourcentage bio ou un des autres aspects environnementaux de l'entreprise. Alors, quelles sont les forces pour le Good Food à Bruxelles? Pour moi, c'est clairement qu'on a énormément de différents groupes cibles. On a les bobos qui sont prêts à payer une fortune pour un produit exclusif, pour des nouveautés, si la qualité est garantie, s'il y a une histoire derrière, et c'est très bien pour les entreprises qui veulent se lancer. De l'autre côté, on a des groupes défavorisés qui ont besoin d'aide, qui sont demandeurs des produits, des projets, par exemple, de récupération et de transformation des invendus, et qui, pour laquelle il est aussi possible de mettre en place des actions, des projets et même des entreprises. Donc, et entre ces deux cibles extrêmes, il y a toutes les autres différentes cibles, toutes les différentes cultures, et je pense que ça, c'est vraiment la force de Bruxelles. Si vous avez une bonne idée, je suis quasi sûr de pouvoir trouver un cible qui sera intéressé par vos produits. Alors, le soutien de plusieurs sources, j'ai déjà indiqué, et la demande de produits de plus en plus durables augmente. Parce que au début des années 2000, on demandait qu'un produit était bio au commerce équitable. Maintenant, il y a certains consommateurs qui sont très exigeants et qui disent, pour moi, bio du supermarché, c'est pas assez bon. Moi, je veux aussi que c'est local. Et donc, ça pousse le marché vers plus de produits durables et ça permet aussi aux entreprises d'intégrer certains éléments, même dans les entreprises existantes, qui sont des éléments de la stratégie Good Food. Donc, on voit qu'il y a une demande, il y a le pouvoir d'achat et c'est quand même des forces pour la région bruxelloise. Les faiblesses, ça reste bien sûr l'espace limité. L'espace est pas seulement limité, mais il est très cher aussi. Et donc, ça fait en sorte que certains projets sont plus difficiles à réaliser à Bruxelles. On manque encore vraiment des centres de transformation à grande échelle. On a quelques entreprises qui le font, comme par exemple Travi à Anderlecht. Mais je pense que là, il y a vraiment encore quelque chose à faire pour aider les startups à mieux transformer leurs produits à un meilleur prix, à mutualiser des investissements dans du matériel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer dans les années à suivre. Et la distribution de produits difficiles, ça malheureusement, j'ai pas encore vu de solution magique. Il y a des projets en cours et j'espère qu'on va rapidement pouvoir résoudre ce problème-là. Les dangers, comme j'ai déjà dit, travailler à partir d'une idéologie plutôt qu'un projet viable, je pense pas que c'est une bonne idée, surtout pas pour un entrepreneur. Il faut aussi réfléchir déjà aux phases après le démarrage. Comment est-ce que je vais survivre sans le soutien, sans l'accompagnement
comment je vais me payer. C'est des choses très importantes à prendre en compte dans le business plan et Credal va bien sûr les aborder dans les workshops qui parlent du plan financier. Il y a aussi de plus en plus de concurrence et d'un côté de la concurrence, c'est bien pour le consommateur, mais pour les entreprises qui veulent se lancer, c'est parfois compliqué. Je me souviens que l'année passée, il y avait dans une commune à Bruxelles, à une toute petite espace, il y avait 3 supermarchés Good Food qui se sont lancés. Mais voilà, ça c'est bien sûr difficile et donc c'est très important aussi de regarder qui sont mes concurrents et comment est-ce que je peux trouver une niche si vous voulez développer vos activités. Et un dernier danger, c'est une manque de connaissances techniques. Trop souvent, je parle avec des jeunes entrepreneurs qui ont une superbe idée, mais qui n'ont aucune idée de comment la réaliser. Et ceux qui ont réalisé, c'est ceux qui ont mis du temps dans la recherche des bonnes techniques, qui ont mis du temps dans trouver des bons fournisseurs, parce que juste avoir une bonne idée, c'est pas assez. Il faut aussi les connaissances techniques derrière, parce que ça sera quand même la base du projet. Et donc, si vous prenez le temps de bien faire ce travail au début, ça va faciliter l'exécution de votre projet. Bien sûr qu'il y a plein d'opportunités à Bruxelles. Vente d'alimentation durable, il y a de plus en plus de demandes, comme j'ai déjà dit. Dans l'ORECA, je pense qu'il y aura quand même pas mal de faillites et donc ça permet aussi aux nouveaux entreprises de plus facilement prendre une place et de plus facilement démarrer et se positionner. Transformation, j'ai déjà dit, et peut-être un élément que j'ai pas encore trop cité, c'est qu'on a énormément de possibilités de travailler avec l'économie sociale à Bruxelles, qui permet pas seulement de développer votre projet, mais aussi d'aider des personnes qui sont longtemps au chômage de trouver leur place dans le marché du travail. Et il y a énormément d'opportunités autour du gaspillage alimentaire. On a quand même pas mal de gaspillage. Et quand je parle de gaspillage alimentaire, je ne parle pas uniquement du gaspillage à la fin de vie des produits qui doivent être transformés rapidement, mais on trouve de plus en plus des produits transformés en très bon état, mais où, par exemple, le logo n'est pas bien imprimé. Je connais une entreprise économie sociale qui reçoit tous les mois une énorme quantité de petites spéculoses parce que parfois le logo n'est pas bien imprimé et l'entreprise le considère comme invendable. Il n'y a aucun problème avec ce marchandise. La qualité est parfaite. Et donc, il suffit d'essayer de chercher ce type de produit pour démarrer des projets autour du gaspillage alimentaire. Voilà. J'arrive au dernier slide. Quels sont les éléments clés? La bonne connaissance de technique et du marché. Ça va vraiment vous aider sur le long terme, surtout les connaissances techniques, mais aussi comment le marché fonctionne et qui sont vos concurrents. Un plan financier solide, c'est bien sûr la base de tout projet entrepreneurial. Assez d'attention pour le marketing et la communication. Je pense que l'historique a quand même prouvé que c'est devenu de plus en plus important et ça permet aussi d'attirer un autre type de consommateur que le consommateur convaincu ultra écologique. Et donc, pendant ce cycle de formation, on va travailler sur tous ces éléments. Avec les 15 entrepreneurs qui étaient sélectionnés, on va parcourir tous les éléments d'un plan d'action avec donc le travail sur le volet financier, la communication, le marketing, etc. Mais pour ceux qui n'étaient pas sélectionnés ou ceux qui se sont retrouvés sur ce webinaire, il y aura encore 5 webinaires qui vont suivre,
qui vont surtout traiter les aspects de connaissances techniques et les connaissances du marché Good Food. Et celles-là seront disponibles gratuitement sur le portail Good Food. Voilà, je termine avec ceci, cette premier workshop, et j'espère de vous revoir pour les workshops suivants dans le futur.